Bonjour, bonjour les petits larrons en herbe. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous laisse lever la main si le son sort bien chez vous ou si je dois faire 2-3 reparamétrages. Alors Zora, ok. Ok Zora, merci. Bon, alors bienvenue. Apparemment, il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas reçu le lien de confirmation. Eh bien, vous êtes des chanceux pour ceux qui sont là. De toute façon, ce webinaire table ronde est pensé comme étant en fait un format plus de consultation semi-privée, intimiste. Donc voilà un petit peu l'esprit de cette table ronde où je vais parler un tout petit peu au début, mais je vais surtout donner la voix aux petits larrons en herbe, aux personnes qui essayent de suivre la méthode Tilara, qui ont besoin d'être un petit peu plus orientées. Et puis, évidemment que même si vous mettiez la caméra d'ailleurs, elle n'apparaîtrait pas sur YouTube. Ça, on refuse. Sauf si vraiment vous le désirez, mais nous, de toute façon, on floute après le visage. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra. Je rappelle un petit peu les conditions, hein. Vous pouvez simplement vous exprimer vocalement, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, avant de commencer à dire quoi que ce soit, j'aimerais juste que ce soit extrêmement clair pour tout le monde que nous ne sommes ni médiums, ni guérisseurs, ni médecins, hein. On n'a pas la prétention de remplacer qui que ce soit à ce niveau-là. On se considère plus comme des médiateurs entre les personnes qui cohabitent avec une rectocolite, parce que pour nous c'est une cohabitation, et leur colon. Voilà. Donc nous on fait le trait d'union entre les personnes et cette rectocolite pour qu'ils apprennent à mieux comprendre, mieux la gérer, mieux la situer, mieux la définir, mieux comprendre son fonctionnement. Chaque fonctionnement de rectocolite est propre. Il n'y a pas la rectocolite pour nous. Il y a des rectocolites, il y a des rectocolites protéiformes de formes complètement différentes, diverses et variées. Et puis, il y a des rectocolites plus simples que d'autres plus compliqués, que je vais appeler multisites. C'est-à-dire que il y a une atteinte à plusieurs étages. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu, à cartographier déjà, à commencer par cartographier tout cela avant d'entamer quel que soit comme plan d'action, en fait. Finalement, c'est beaucoup de bon sens. Voilà. Il existe beaucoup de protocoles alimentaires qui sont supposément anti-inflammatoires pour l'hémicie, où là, on va carrément mélanger la recto avec le Crohn. Déjà, pour nous, c'est presque une hérésie de mélanger ces deux affections, parce que ce serait comme si on mélangeait l'Espagne et le Portugal. Oui, bon, il y a des similitudes, d'accord, certes, mais c'est pas envisageable, en tout cas d'un point de vue anthropologique. Voilà. Donc pour nous, c'est un petit peu une hérésie de considérer qu'il y a un protocole anti-inflammatoire pour toutes les rectocolites du monde, et ça ne prend pas en considération la particularité propre microbiotale de chaque personne et aussi son profil en fait émotionnel et son profil surtout sa signature de rectocolite. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des axes que j'appelle transversaux. Alors, à chaque fois, Christophe il me dit explique ce que ça veut dire transversaux. Donc, des axes qui soient communs à tous, hein, et puissent se retrouver dans différents profils. Mais quand même, c'est important de prendre ces, cette singularité dès le départ, en fait. Voilà. Voilà pour la petite mise en introduction. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si on devait résumer l'approche Ptilara, ce serait l'étude de tous les éléments qui impactent positivement et négativement le côlon et le rectum. Voilà, en gros. Et quand je dis tous les éléments, c'est pas simplement c'est pas juste les aliments, c'est les éléments. Comme quoi, une syllabe peut tout changer dans un mot. Tous les éléments, c'est vaste, d'accord? C'est de l'anthropologie, c'est un regard
qui va inclure énormément de paramètres. Pour moi, c'est une maladie. J'aime pas trop cette terminologie, vous le savez très bien, mais pour moi, c'est une affection qui ne peut pas se cantonner à une dénomination qui condamne. D'accord? C'est pas juste une maladie. C'est une manifestation topographique particulière dans vos intestins qui ressemble à celle d'un volcan intérieur. Voilà, tout simplement dit. Mais ça change tout le sens, en fait. À partir du moment où on comprend qu'on a un volcan dedans et qu'il a son langage, il a son fonctionnement qui lui est propre, il a ses triggers, comme on dit, il a ses déclencheurs, eh ben, on a meilleur temps dans la vie d'apprendre déjà à parler sa langue plutôt que d'apprendre à parler chinois ou anglais, hein, déjà, première chose. Et une fois qu'on est bien dans son environnement, c'est-à-dire dans son ventre, c'est le premier environnement dans lequel on évolue, ensuite on peut commencer à regarder un petit peu plus dehors. Donc quand je dis que voilà, c'est tous les éléments qui sont regardés, observés et pas juste des aliments, ça peut aller assez loin. C'est une observation fine et je base, si vous voulez, mes observations sur l'écoute de mes interlocuteurs, une écoute très particulière, une observation. Et c'est de là où on tire tout notre savoir, en fait. Euh, Évidemment, après, je vais confronter mes données avec la recherche biomédicale internationale. Mais j'aime pas trop me faire influencer par ce que je trouverais à l'extérieur. Voilà, j'essaye de faire un petit peu confiance en ce que je ressens des personnes. Et voilà comment je construis tout ça avec Christophe. Et pour vous donner un exemple concret, en fait, euh, prenons l'exemple d'un bouillon, d'accord? Un bouillon de poulet, ok? On est d'accord qu'un bouillon de poulet, c'est sans gluten, hein, si vous le faites maison. Ça peut être bio, hein, si le poulet a été labellisé bio. Ça peut être, c'est sans caséine, c'est sans lactose, c'est sans lectine, c'est sans antinutriments, a priori. Donc, il n'y aurait pas de raison, a priori, que ça vous donne des symptômes désagréables. Hein, si on part d'un principe purement naturopathique, sur ce plan-là, c'est assez irréprochable. Et pourtant, euh, le bouillon salé dans l'approche Tilara, il peut pas juste se consommer comme ça, simplement parce que c'est anti-inflammatoire, c'est sans gluten, c'est riche en collagène et en glycine, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Par exemple, chez un profil qu'on appelle D, dans l'approche Tilara, un profil diarrhéique, de manger un bouillon chaud, salé à jeun, ça va avoir tendance à réveiller en fait son système digestif. Et c'est ce qu'on cherche à ne pas faire, au contraire, puisque précisément les profils D ont tendance à être un peu hyperactifs, hyper réactifs plutôt au niveau digestif. Et on cherche plutôt à calmer le système. Donc, on ne va pas préconiser de commencer leur repas par un bouillon salé. Hein. Combien même ce serait intéressant de boire un bouillon salé parce qu'on pourrait penser aux Touaregs qui, voilà, pour être bien hydratés, ont coutume de boire des bouillons chauds un peu salés dans le désert. Donc, il y a plein de bonnes raisons qui pourraient nous dire que non, en fait, c'est bien hein, le bouillon salé, mais le- comment dire, l'élément qui va vous donner la réponse finale, c'est votre corps. C'est lui qui sait. C'est pas ce qui est écrit dans les textes, c'est pas ce que dit telle autre personne, c'est même pas ce que je dis moi. C'est votre corps qui sait. Et à partir du moment où on commence vraiment à écouter son corps et à le comprendre et à initier une relation dialogique avec lui, un dialogue, là, on peut commencer à entendre la petite voix intérieure. Mais sinon, on ne l'entend pas. On a appris à la désentendre. Voilà. Et inversement, le bouillon salé, ça va plutôt profiter à d'autres personnes qui ont plutôt un profil C, hein, constipé. Dans la méthode Tilara, il n'y a pas que deux profils, hein, c'est pas binaire. Hein. C'est pas ou noir ou blanc. Hein.
on est bien d'accord que ça va bien plus loin dans la formation, que le profil C, le profil D, vous vous en doutez. Mais schématiquement parlant, ben, ça peut plutôt être profitable pour un profil C, qui lui cherche plutôt à réveiller en douceur le système digestif qui est un petit peu congestionné, etc. Voilà, c'est pour vous dire que tout est relatif et tout est à contextualiser. Voilà ce que c'est une approche Tilara, c'est de mettre de la connaissance sur un phénomène intérieur. Parmi vous, qui était présent dans les webinaires précédents? Levez la main. Alors, je veux plus d'informations à cause de l'alimentation, Oui. même pour le sport aussi. Et pour le sport. OK, parfait. Bah, tu es au bon endroit, Mihaela. Qu'est-ce que je peux faire pour toi plus précisément? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Parce que c'est simple de dire qu'on peut pas manger juste sans lactose et sans gluten, mais ça va pas comme ça. Et non, Mihaela, tu sais pourquoi? Non. Il peut y avoir un soulagement parfois chez certaines personnes qui, elles, vont avoir tendance à manger très, très lourd au quotidien et tout à coup, elles se disent, ah, c'est marrant, c'est moins lourd. Voilà. Mais il faut comprendre, Mihaela, que les personnes qui, déjà même avant que Rémission Durable n'existe, les personnes qui me contactaient mangeaient déjà sans gluten et sans lactose depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça ne les empêchait pas de se remettre cycliquement en poussée. Parfois même, ça ne suffisait pas, même très souvent, à les remettre en rémission, malgré le traitement et malgré le fait qu'elles faisaient attention à leur alimentation. Parce que manger sans gluten et sans lactose, c'est déjà pas mal pour toutes sortes de pathologies, mais pour le cadre précis de la rectocolite, c'est pas suffisant. Pour savoir ce que tu dois manger, Mihaela, en fait, tu dois identifier qu'est-ce qui fait partie de ce que j'appelle ton anti-équation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va aggraver tes symptômes, d'accord? Tu peux déjà essayer de voir, OK, j'ai remarqué que quand je mange très, très gras, par exemple, même si c'est des bonnes graisses, fais attention de ne pas tomber dans le paradigme sain égale soignant, parce que c'est pas nécessairement le cas. Pour rappel, le bouillon que j'ai donné en exemple au début du webinaire, c'est pourtant sain, c'est sans gluten et sans lactose. Et pourtant, ça peut exciter le système digestif de certains profils de rectocolite. D'accord? Donc voilà ce qui se passe en fait. Déjà, essayer d'identifier qu'est-ce qui aggrave les choses et ne plus les consommer pendant un petit moment. D'accord? Et ensuite, ça, c'est essayer d'identifier ce qui soulage les symptômes. Et comment le faire? Quand tu manges, d'accord, ton petit déjeuner le matin, la plupart du temps, si tu dois courir aux toilettes au moment du repas, pas très bon signe. Il y a une réaction assez vive. Mais parfois, il y a des profils qui ne courent pas aux toilettes, mais qui vont quand même saigner, d'accord? Donc, ce que tu peux faire, c'est que pendant que tu manges ton repas, si pendant tu n'as pas de le ventre qui brasse, tu sens pas de tiraillement, une fois que tu as terminé ton repas, tu as le ventre qui est resté souple, tu n'as pas de coup de fatigue, tu n'as pas de petites crampes sourdes, ça semble assez souple. En règle générale, c'est assez bien parti. D'accord? Après, évidemment, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus sournoises. Des fois, c'est pas complètement l'alimentation qui va avoir un impact sur la forme et la consistance de tes selles. Ça peut être justement certains mouvements, certains sports, certaines mises en situation, tu vois. Par exemple, un exemple que je donne souvent, c'est quand on rentre des courses, on va avoir tendance à prendre le sac des courses et le hisser sur le comptoir. D'accord? Ce simple mouvement-là, c'est du luxe pour la rectocolite, pour quelqu'un qui est en poussée. Parce que ça peut le faire saigner. Ça va exercer une pression sur la ceinture pelvienne. D'accord? Et ça peut faire saigner une personne juste d'avoir fait ça. Alors qu'elle n'a pas à manger de choses qui sont dans son anti-équation. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir aussi une connaissance plus large de ce qui peut impacter positivement ou négativement ton côlon ou ton rectum. Et dans ce qui peut impacter positivement ou négativement, il y a ça. Par rapport au sport stricto sensu,
Il y a beaucoup de petits larrons qui posent cette question dans Rémission durable. Et c'est vrai qu'il y a un plan qui est donné pour savoir à partir de quand précisément on peut reprendre le sport et comment, et voilà. Mais là, pour te répondre un peu grossièrement, pour résumer un peu à gros traits, il y a des sports qui sont anti-petit Lara. Clairement, durant la poussée, faut même pas y penser. D'accord? Et souvent, les gens prennent soi-disant des bonnes résolutions pour essayer de se prendre en main, pour se dire, allez, je vais aller mieux. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont manger plus sainement qu'avant et carrément des choses qui vont aggraver la situation de départ. Et puis, ils vont se dire, tiens, je vais commencer à faire du sport pour soulager mon foie, pour que ça circule mieux, tu vois. C'est plein de bonnes intentions en plus. D'accord? Parce qu'il y a une culpabilité derrière. Ils se disent, ouais, c'est à cause de moi que je me suis mis dans cet état, donc faut que je me reprenne en main là. Et ça, c'est triste. Et donc, ils vont commencer à faire du footing tous les jours un peu. En plus, là, c'est la préparation pour l'été. Donc, je te dis pas le nombre de rectos qui se disent, ah bon, faut que je sois un peu moins flasque que cet été, faut que mes muscles soient un peu plus tendus, je vais commencer à courir tous les matins pour avoir un peu la niaque et tout. Ils savent pas, mais ils sont en train de préparer leur poussée là. Là, en septembre, ils vont nous appeler. D'accord? Donc, vraiment, faire attention avec ça. Le footing, qu'est-ce qui donne comme symptômes? Est-ce que ceux qui font du footing et qui ont remarqué que ça leur donnait des symptômes, à votre avis, quel genre de symptômes peut donner l'activité du footing le matin? Je sais pas. Balance un symptôme comme ça, à ton avis. Imagine-toi, tu fais du footing, tu sors de chez toi, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Le douleur et crampes abdominales? Bien! Effectivement, alors, les crampes abdominales qui précèdent une envie impérieuse. Oui, Catherine. Des douleurs abdominales aussi. Euh, c'est marrant parce que tu as un accent un peu moldave, Miaela. Oui, oui, c'est ça. Tu es moldave? Ouais, je l'ai senti. Alors oui, effectivement, ça peut donner des crampes intestinales et puis surtout une envie impérieuse d'aller aux toilettes que normalement tu n'as pas, d'accord? Mais le fait d'avoir commencé le footing tous les matins, ça va commencer à s'installer insidieusement dans ton corps que tu vas réagir aux vibrations. Qu'est-ce que je dis toujours à mes élèves dans Rémission durable? Vous devez vous comporter comme si vous étiez une femme enceinte, d'accord? Quand on est en poussée de rectocolite, parce que vous avez un côlon dedans qui est hyper sensible, d'accord? Et qui est précieux et qui doit se régénérer. Un bébé, ça se développe, hein, ça s'auto-régénère tout seul, d'accord? Ça pousse tout seul quasiment. Et le côlon, il faut l'aider et pour ça, il faut le protéger. Et vous devez le traiter comme si c'était votre propre enfant, ce côlon. Et donc, oui, Catherine, ça veut dire du repos, bien sûr, mais pas que. Si vous faites que du repos, qu'est-ce qui va se passer, Catherine? Je dis Catherine parce qu'elle écrit dans le chat. Eh bien, vous allez perdre du muscle, vous allez un petit peu vous fragiliser et c'est pas le but non plus, d'accord? Mais il faut en tout cas éviter tout ce qui est surgainage ou tout ce qui est vibration, d'accord? Donc une femme enceinte, elle va pas aller faire son footing le matin et balancer le fœtus dans tous les sens. À la limite, elle va faire un petit peu de danse comme ça, mais de la danse douce, d'accord? Et puis peut-être un petit peu de musculation, mais elle va pas faire des abdos. Elle va faire peut-être un peu de musculation debout, avec des bras comme ça. Elle va faire des étirements, des choses comme ça. Mais il faut faire attention avec ça. Et même, j'ai envie de te dire, Mihaela, qu'en stade 1-2, même une torsion de yoga peut faire réagir et peut déclencher des envies, ce que j'appelle des envies affectées. La méthode Tilara, c'est ça. C'est vraiment d'avoir écouté des centaines et des centaines de cas nous parler de ce qu'ils vivent au quotidien avec cette rectocolite, d'avoir enregistré toutes ces narrations, tous ces discours et d'avoir fait des recoupements et de pouvoir en extraire une connaissance. Et ça, je l'ai pas inventé. Ça vient de tous ces cas, en fait. D'accord? C'est pour ça que souvent, quand les gens se mettent en rémission, d'accord, et qu'ils peuvent de nouveau digérer le chocolat, ils peuvent de nouveau boire un petit verre de temps en temps, ils peuvent de nouveau digérer tout ce qu'ils digéraient pas avant, eh bien,
le risque, c'est qu'ils vont croire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'un mauvais rêve. Et qu'en fait, ils vont même avoir la peine à croire que ça s'est vraiment passé, puisque là, c'est comme si déjà le côlon est redevenu tout rose, tout a cicatrisé. Enfin, c'est comme si c'était un miracle, en fait. Donc, ils vont se dire, bah, c'est bon, je suis miraculée, c'est génial. Et puis, ils vont recommencer à reprendre leurs mauvaises, bonnes vieilles habitudes d'avant la poussée. Et au final, ben, c'est un cercle vicieux. Ils vont se remettre en rémission, ils vont refaire ça. Et à chaque fois, ils vont dire, non, mais cette fois-ci, ça me reprendra pas. Cette fois-ci, j'ai compris. Et en fait, non, pas totalement. Et je l'ai vécu, ça, de l'intérieur avec Christophe. Je l'ai vécu. Quand j'ai rencontré Christophe, il avait déjà fait tout un safari de thérapie alternative. Moi-même, j'enseignais les thérapies alternatives à l'université. Donc, j'étais déjà très, très, je baignais un petit peu là-dedans. Donc, je m'étais même dit, ouais, mais bon, de toute façon, avec les connaissances que j'ai, les contacts, les réseaux, tous ces thérapeutes autour de moi, si un jour Christophe va mal, j'aurai l'embarras du choix. Voilà ce que je me disais, très honnêtement. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé en vidéo, mais finalement, bah, je suis là aussi pour parler à cœur ouvert avec vous. Je me disais ça, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, avec moi, ça va le faire. Et puis en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand il est tombé malade, mon premier réflexe, ça a été de le mettre au régime sans gluten et sans lactose. Bon, de toute façon, il mangeait déjà sans gluten parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai la maladie cœliaque, mais on s'en fiche. Mais au moins, voilà, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé en plus à lui donner plein de salades. Mais tout ce qu'il faut pas faire, hein. Des crudités, des choses qui étaient saines, etc. En me disant ça va être riche en minéraux, ça va lui faire du bien. Mais mon Dieu. Donc on est aussi là pour vous épargner en fait toutes ces erreurs qu'on a commises et que les petits larrons me racontent qu'ils ont commises. En gros, d'ailleurs, la formation rémission durable, elle vous propose un raccourci pour aller droit au but, quoi. Hein. Après, vous pouvez vous amuser pendant des années à passer par les mêmes erreurs que nous et pour vous rendre compte qu'en fait, on vous l'avait dit. Hein. Voilà. Mihaela, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Pour moi, tout est clair. Bon, c'est super. Merci. Avec plaisir. D'autres personnes veulent me poser une question? Alors, qu'est-ce que j'ai au magasin? Alors, bonjour Lara. J'ai récemment arrêté les légumes dans mes repas et j'ai remarqué que ça aide à moins aller aux toilettes et moins de sang. Aussi, donc, à la place, je consomme des jus, soit entre les repas ou en début de repas pour absorber un minimum de nutriments. Bonne ou mauvaise idée? Bon, déjà, j'apprécie que tu poses cette question, que vous posiez, pardon, cette question, parce que c'est une question qui est légitime dans la rectocolite et dans l'approche petit Lara. Je n'ai de cesse de vous dire que les légumes ne sont pas pro-inflammatoires en soi, mais ils irritent. Et on cherche à éviter tout ce qui irrite. Les légumes, manger des légumes, ça revient à frotter une cicatrice qui essaye, enfin une plaie qui essaie de cicatriser sur votre bras. Ça revient à la frotter tous les jours un peu. D'accord? Ça va pas cicatriser vite. D'accord? Si à chaque fois vous gratouillez votre plaie, votre cicatrice est en train de se former. C'est ça que vont faire les légumes. Donc, c'est dans votre intérêt que de cicatriser le plus vite possible afin de pouvoir manger des légumes sans que ça refasse craquer la plaie ouverte, oui ou non. Donc, c'est pas les seules choses qui font saigner, mais ce sont les saignements mécaniques. Et comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup au bol fécal, au comportement du bol fécal dans la tuyauterie humaine. Donc, voilà ce que ça fait les légumes. Après, Dieu soit loué, on propose quand même certains légumes dans la formation selon les profils, selon les signatures. Donc, c'est quand même tout un truc assez complexe et finement proposé en fonction des caractéristiques propres à chacune des personnes. Mais il y a quand même des solutions, Dieu soit loué. Mais de manière générale, effectivement, c'est pas ce qui va vous aider sur le plan de la cicatrisation. D'accord? Et donc, c'est légitime. Par contre, ce qui est moins légitime, c'est que j'aime bien appeler les gens par leur prénom. C'est écrit spectateur anonyme. Donc, j'ai l'impression de parler à un robot, là. S'il vous plaît. Un peu d'humanité pour moi. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Mais ce qui est légitime, c'est de vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour absorber plus de nutriments?
La bonne nouvelle, c'est que les micronutriments… Ah, c'était Cassandra. Ok. Super, Cassandra, merci. En plus, c'est dommage, c'est un joli prénom, donc ce serait quand même dommage de le masquer. Alors, oui, donc heureusement, il n'y a pas que des micronutriments dans les légumes, mais il faut juste se méfier d'une chose avec les jus, Cassandra, c'est que les personnes, par exemple, qui sont sous corticothérapie, d'accord? Je dis pas que c'est votre cas, mais ça peut l'être d'ailleurs, hein. Elles vont être assez contentes au départ parce qu'elles vont voir que ah, c'est chouette, je commence à moins saigner, ça va agir assez positivement sur le plan du saignement au départ, hein. J'ai dit au départ. Dans le meilleur des cas, ça va tenir, hein. Mais le souci avec les jus, c'est que les jus, ça tourne vite, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec une corticothérapie? Eh bien, on est plus facilement exposé à faire des infections. Oui, ça semble paradoxal, mais c'est quand même le cas, puisque ça fait chuter en fait l'auto-immunité, cette réactivité, ça la fait chuter, donc on va moins entre guillemets s'attaquer, mais le pendant négatif de tout ça, c'est qu'on va plus être facilement attaquable du coup par des choses qui en temps normal on aurait pu se défendre contre, d'accord? Donc pour peu que le jus ait un petit peu tourné ou voilà qu'il y ait une bactérie légèrement suspecte, ça pourrait faire réagir un recto alors que ça ne ferait pas réagir une personne lambda. Ça ne ferait pas réagir son microbiote à elle parce qu'elle n'a pas de faiblesse déjà au niveau gastrique. Au niveau gastrique déjà, à l'étage du haut, tout va bien. Et puis à l'étage du bas, ben, ce qui peut arriver parfois avec les rectos, c'est les bactéries du cru. Des fois, c'est pas toujours salutaire. Et c'est pas dans le crudivorisme qu'on peut trouver le salut avec la rectocolite. La preuve en est, c'est Christophe, il a eu la pire de ses crises dans une phase crudivoriste. D'accord? Parce que avec Christophe, on venait d'être parents et tout à coup, on s'est dit, on veut être les meilleurs parents du monde, on veut enseigner le meilleur pour notre enfant et il faut qu'on soit des exemples pour lui. Et si on lui montre l'exemple en mangeant bien, peut-être que notre enfant mangera bien. Hein, donc on était dans un trip un peu comme ça et ça a été catastrophique pour Christophe. Mais en même temps, c'est grâce à ça que la méthode Tilara est née. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, Cassandra, les jus, certes, mais pas n'importe lesquels. Même les jus peuvent être irritants. Il y a les bactéries du cru. Et puis, il faut pas faire ta recto en buvant, enfin, faut pas faire votre recto, comme je dis, en buvant ces jus. Parce que les rectos ont tendance à se dire beaucoup égale bien. Ça fait partie un petit peu d'un profil émotionnel de rectocolite, qui est plus dans l'intensité, dans le beaucoup. Et donc, il va avoir tendance à se dire, si je bois pas mal de jus, ça va me faire beaucoup de nutriments, donc ça va être bien. Et je répète que c'est pas parce que quelque chose est riche en que c'est nécessairement salutaire pour le microbiote d'un rectocolite. Plus tard, oui, attendre plus tard de bien ensemencer ce microbiote afin que ça ne soit pas exposé à des repoussées faciles, oui. Mais en poussée, on va plutôt se concentrer sur comment désenflammer tout ça. Hein, c'est d'abord, on passe le Karcher. Il y a le feu là, il y a un incendie. On ne va pas essayer d'enrichir quoi que ce soit à ce moment-là, puisque de toute façon, à ce moment-là, on peut pisser dans un violon que ça ne va rien changer. C'est-à-dire, tu peux donner tous les micronutriments que tu veux. Si c'est pour avoir des diarrhées conséquentielles, et qu'est-ce que ça donne les diarrhées à répétition? Ça donne des hémorroïdes en plus, donc tu vas avoir l'anus en chou-fleur avec des diarrhées juste parce que tu t'es dit, tiens, je vais commencer à manger des jus. Donc attention, Cassandra, attention avec ça. C'est quelque chose de très classique que j'ai l'habitude de voir dans le parcours d'un recto. Alors, il y a une autre personne qui s'appelle A. Bon, là, j'ai eu le droit à une lettre, c'est sympa. Alors, A dit, j'ai vu une de vos vidéos récentes très intéressante sur l'arrêt du tabac. Anastasia, pardon. Ok. Ça aussi, c'est un joli nom. Faut pas que ce soit caché.
Anastasia. Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit, Anastasia? J'ai vu une de vos vidéos récentes, très intéressante sur l'arrêt du tabac et le taux d'histamine et votre conseil de prendre des antihistaminiques de type 2. Lequel conseillez-vous? Où en acheter? Quel dosage? Etc. Alors, l'histamine, c'est un grand sujet dans la méthode Tilara. Et dans la formation, effectivement, en fonction des données propres de la personne, on va pouvoir l'orienter vers ou bien une solution antihistaminique synthétique selon ses affinités propres, ou bien une solution antihistaminique plutôt naturelle, d'accord? Mais on ne peut pas juste partir du principe qu'elle a besoin nécessairement d'aller dans cette voie. Ça va vraiment dépendre de ce que j'appelle son histaminose, c'est-à-dire le taux d'histamine dans son corps. Bien sûr que ça, je l'ai toujours dit, que normalement, un recto en poussée, il est en histaminose. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très recherché, malheureusement, dans la gastroentérologie, alors que je trouve que il y a beaucoup de similitudes entre une personne qui souffre de rectocolite et une personne qui souffre du syndrome euh, d'activation mastocytaire. Hein. Donc, c'est dommage que de ne pas voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Et donc, ces personnes-là, c'est comme ça qu'on les prend en charge. Donc, déjà, commencer par une nutrithérapie, déjà pauvre en histamine, on est déjà safe. Ça va pas tout résoudre puisque c'est multifactoriel, mais il y a des fois des profils très clairement, comment dire, concernés par l'histamine. On le sait déjà parce que déjà avant même d'avoir des poussées, souvent ce sont des personnes qui ont des allergies saisonnières, que ce soit le rhume de foin, les acariens, des choses comme ça. Il y a déjà un terrain réactif par rapport à l'histamine, ou alors ce sont des personnes qui ont des fois des céphalées, des maux de tête qui viennent d'un coup, ou qui se grattent le nez pendant qu'elles boivent du vin rouge. Gratte le nez, j'ai pas dit l'intérieur du nez, mais ça leur fait des petites démangeaisons, ou bien voilà, toutes sortes de petites réactions qui montrent qu'on peut être sensible à l'histamine. Et il est vrai que le tabac exerce, à mon sens, mais après voilà, je ne suis pas non plus parole de vérité, d'accord, mais dans la perception Tilara des choses, le tabac exerce une action antihistaminique sur la personne. Et dans ce cas, c'est intéressant si vous arrêtez de fumer, déjà, il faut être conscient que malheureusement, le tabac est bénéfique pour le côlon. Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Le but, c'est pas de recommencer à fumer parce que c'est une fausse solution, que ce soit bien clair. Mais comme dans toute chose, pour moi, toute chose a des côtés. Il y a le yin et le yang dans à peu près tout, et il y a aussi il y a aussi quelque chose de bénéfique dans le tabac. Et je dis ça, je suis une ancienne fumeuse, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, d'accord. Donc j'ai pas recommencé pour autant. Mais je le vois systématiquement que les fumeurs, vous attendez entre 1, 2 semaines et peut-être 6 mois, et presque à tous les coups, il refait une poussée subséquentielle. Donc voilà, effectivement, les fumeurs ont besoin d'aide. Mais du fait qu'ils ont été fumeurs, il faut faire attention avec le bêta-carotène, etc. Mais pour vous dire que voilà, l'antihistaminique, il faut aller voir quand même un allergologue. Parce que c'est lui qui va vous aider. Moi, je connais un très bon allergologue à Genève. Je ne vais pas vous donner son nom parce que l'idée, c'est pas de faire de la pub. Mais c'est quelqu'un qui est très Tilara friendly et qui m'a beaucoup, j'ai pu étayer beaucoup de mes données grâce à mes entretiens avec lui. Et puis, lui-même me disait que c'est pas parce qu'on prend un antihistaminique que c'est réglé, hein, parce que on va développer une sensibilité particulière par rapport à un antihistaminique plus qu'un autre. Donc, si jamais vous vous dites, bon, je vais prendre un antihistaminique, et que vous avez l'impression que ça change pas, vous avez toujours vos réactions histaminiques, ou que le taux d'histamine dans le corps ne se modifie pas, ne partez pas vaincu. C'est que c'est pas la bonne molécule antihistaminique pour vous. Heureusement, il y en a plein d'autres. D'accord? C'est un peu comme cette histoire d'antidépresseurs au final. Et je suis pas forcément favorable aux antidépresseurs. C'est pas ça mon propos. C'est de vous dire que c'est un peu pareil. Il y a un tâtonnage au départ. Tâtonnage, ça se dit? Oui.
Il y a un tâtonnage au départ pour trouver la bonne molécule. Ça prend un peu de temps. Il y a comme un espèce de dialogue qui s'instaure entre la personne, le corps et la molécule. En fait, c'est pareil pour les antihistaminiques. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres personnes qui posaient des questions, je crois, en même temps. Ah non, c'est tout bon. OK. D'autres personnes ont... Mihaila, tu as oublié de baisser ta main, si jamais. Donc, elle est levée en permanence, si jamais. Voilà. D'autres personnes aimeraient pouvoir me poser une question? Et d'ailleurs, vous pouvez, comme Mihaela, vous pouvez prendre la parole. Parfois, je sens des choses quand je parle directement avec une personne. Je précise, je ne suis pas médium, mais voilà. Je connais la méthode par le biais de vos vidéos YouTube. Oh, c'est bien. OK, donc tu parles pas de zéro. Alors, effectivement, en fait, là, je vais te répondre à gros traits, hein, parce que j'ai pas une liste précise devant les yeux. Mais effectivement, si tu veux, les petits larrons qui arrivent dans rémission durable, en fait, ils reçoivent dès la première semaine une liste des aliments en fonction de leurs caractéristiques qui sont propres. Donc, il y a plusieurs listes, en fait, qui sont déterminées en fonction de différentes caractéristiques. Et puis, en fonction de si tu es un profil D, C, L ou M. Je vais pas répondre, je vais pas aller dans les détails, mais c'est pas parce que c'est cuit que le problème est forcément réglé. D'accord? Oui, effectivement, il n'y a plus la question des bactéries du cru, donc c'est toujours mieux de manger un chou-fleur cuit que cru. Hein? D'accord? Mais ça ne règle pas tout le problème. Il y a des personnes, si tu veux, tu leur souffles dessus, elles saignent. D'accord? Dans une endoscopie, on appelle ça j'ai un petit peu soif, attends 2 secondes. Un saignement spontané. D'accord? Et puis, il y a d'autres personnes, elles ont des ulcérations creusantes sans saignement. Oui, c'est pas parce qu'on saigne plus qu'on est off the grid, hein, comme on dit. On peut continuer d'être ulcéré de manière souterraine sans saigner. D'accord? Ça, c'est plus la Calpro qui va nous le dire, voire la CRP. Bref. Donc, en fait, c'est pas mal c'est pour ça qu'on enseigne la méthodologie, en fait, dans cette formation. C'est pas mal du cas par cas, en fait. C'est un petit peu à toi de voir, OK, je vais tester ce légume. Est-ce que j'ai l'impression qu'il me fait davantage saigner ou est-ce que c'est la même chose de toute façon que j'en mange ou pas? Ou est-ce qu'il entretient mes saignements? C'est un petit peu à toi de voir et honnêtement, on peut difficilement s'en sortir sans un tableau où tu notes tes entrées et tes sorties. Alors, quand je parle des entrées et tes sorties, c'est pas l'argent que tu gagnes et l'argent que tu dépenses. C'est ce qui rentre dans ton corps et ce qui en ressort. D'accord? Donc, il n'y a pas les légumes cuits parce que sinon, ça reviendrait à considérer que tous les légumes sont les mêmes. Or, je précise que le légume antiptilara par excellence, c'est lequel? Est-ce que vous savez quel est le légume antiptilara par excellence? J'attends des propositions. Non, Cassandra, c'est pas le brocoli. Tomate, on s'en rapproche un peu. Non, c'est pas la carotte. L'aubergine, là, ça fuse là par contre. Hein, c'est pas l'aubergine. Allez, un petit effort. C'est un légume d'été, hein. Ah, Zora. Zora, c'est bon, tu l'as. C'est le poivron. Mais bien sûr que c'est le poivron. Et pourtant, le poivron, c'est le légume le plus riche en vitamine C. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait se dire? Qu'il est plus sain que les autres sur ce plan-là, à tout le moins. Hein. Donc, ne vous faites pas avoir par ce genre de piège. C'est pas parce qu'un légume est considéré comme un super aliment sur un plan ou un fruit, pareil. Hein. Moi, j'entends parler de la miraculine, là, qui fait soi-disant des miracles, etc. Non, mais ne vous laissez pas berner par ça, d'accord? Le poivron, mais il brûle le tube. Mais il brûle, le poivron. Il est d'une acidité extrême. Il brûle autant qu'un café. Pourtant, c'est un légume. Hein. Et puis, c'est pas un artefact comme
comme les cafés industriels, c'est naturel. Mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Souvenez-vous toujours de ça. D'accord? C'est déjà mieux, ok, sur certains plans, mais vous n'êtes pas forcément à l'abri par rapport à cette règle tocqueville juste parce qu'une chose est naturelle. Je veux dire, les tsunamis, c'est naturel, hein. Les geysers, c'est naturel, les tremblements de terre et les volcans aussi. D'accord? Et vous avez un volcan à l'intérieur. Il y a des choses naturelles à l'intérieur aussi qui vont exciter ce volcan. Donc, vous commencez à manger des poivrons tous les jours, bonne chance. Mais je sais qu'en été, on mange plus souvent des poivrons parce qu'on va les faire griller en plus avec la peau. Quelle hérésie! La peau des poivrons est absolument indigeste. Pire, je dirais, que la peau des tomates. Et déjà que la peau des tomates, on en voit beaucoup dans les stations d'épuration, hein, c'est bien la preuve que c'est pas quelque chose que le corps retient, ça nous traverse et ça nous brûle. Mais la peau des poivrons, pas possible. Voilà. Donc, il y a quand même 2, 3 éléments clés à connaître. Et bon, bah, évidemment, dans la formation, c'est hyper détaillé. Mais sur la chaîne YouTube, il y a déjà pas mal d'éléments clés à connaître. Après, c'est vrai que les gens qui prennent rendez-vous avec Christophe, d'ailleurs, je vous ai mis le lien sur le chat. Si vous voulez vraiment, vous êtes fan de la méthode Tulara, vous trouvez qu'elle a du bon sens, que c'est logique et que c'est forcément votre solution à vous. Et dans ce cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec Christophe. C'est un entretien, certes non payant, mais le minimum qu'on demande, c'est que vous soyez préparé pour cet entretien. Sinon, c'est pas la peine. En fait, on va le voir tout de suite. Donc, regardez quand même quelques webinaires avant de venir à l'entretien. Ne venez pas en touriste. Hein. C'est la seule chose qu'on demande en retour, d'accord? Voilà. Mais effectivement, il y a des personnes, pour elles, ça suffit pas, ces webinaires, et elles se disent, bon, moi, j'ai vraiment besoin d'aller au fond des choses, quoi. Donc, voilà. Alors, peut-on manger à un certain stade ou faut-il l'éviter à tout prix à tous les stades? Ah, ça, c'est une question très intéressante, Zora. Dis donc, Zora, est-ce que tu suis nos aventures sur Instagram? Oui. Bon. Alors, si tu suis c'est surtout en story comme ça a une air des fois un peu Christophe, je vous le dis entre nous, hein. Des fois, il a juste envie de manger tranquille. Mais j'ai dit, mais attends, on fait juste une petite photo. On fait juste une petite photo pour les petits larrons en herbe qui veulent voir ce que tu manges pour le croire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, mais c'est pas possible. Christophe, il doit manger comme un moine pour être en rémission durable sans traitement depuis toutes ces années. Non, 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 les amis. Christophe ne mange pas comme un moine. Christophe mange selon son équation et selon son colon. Christophe se soumet à l'autorité de son colon. Il connaît son équation, il connaît son anti-équation, et c'est ce qui lui permet de rester au milieu et de faire pas mal de sorties de route. Hein, puisque je vous dis que la méthode Tira, c'est un chemin. Dans le chemin, des fois, il y a des sorties de chemin, d'accord? Au sens métaphorique du terme. Et le poivron, ça ferait partie des sorties de route, tu vois. Pourtant, c'est pas de la junk food, hein. Il y a même des junk food qui pourraient être moins challenging pour son colon d'ailleurs, mais c'est pas là le sujet parce que c'est pas les junk food, non seulement c'est rien du tout, c'est pas intéressant. Mais voilà. Oui, Christophe peut manger du poivron s'il le veut, il peut en manger le midi, il n'y a aucun problème. En revanche, si pour X raison, un jour, il va sentir que ça tiraille un peu, que le volcan, il n'a pas ouvert un œil, mais il a la paupière qui clignote, d'accord? Là, il va pas s'amuser. Il va pas défier ce volcan. Il va se souvenir que l'autorité suprême, c'est d'abord le volcan, c'est d'abord son corps, et que tant qu'il s'y soumet, il jouit de la plus grande des libertés en contrepartie. Parce que le colon nous le rend bien, en fait. Et c'est ça qu'on explique, en fait, en atelier. Donc oui, il peut manger du poivron, il peut boire. Alors Christophe, la petite avance qu'il a peut-être sur les autres, si Christophe n'aime pas le goût de l'alcool, et tant mieux pour lui. Donc forcément, c'est plus facile, je dirais, pour lui d'être en rémission durable, mais encore, j'en suis pas sûre. Parce que, premièrement, il aime bien le champagne. Ça, c'est le seul alcool ça peut paraître un petit peu snob,
Mais honnêtement, c'est le seul alcool qui ne fait pas tourner de l'œil, quoi. Donc, il y a quelque chose de positif. Donc, de temps en temps, peut-être 2, 3 fois par année, il va prendre une petite coupe. Donc, voilà, ça, il le fait volontiers. Mais après, ça aussi, c'est vraiment à problématiser, l'alcool. Il y a alcool, il y a alcool. Je sais pas si vous connaissez, vous avez connu Jeanne Calment du Paradou. Jeanne Calment, c'est une des plus vieilles dames au monde, en tout cas en France, qui a vécu, je crois, jusqu'à l'âge, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était jusqu'à 120 ans. Et Jeanne Calment, tous les jours, parce que vu qu'on va souvent au Paradou, on adore cette région, on a des gens qui l'ont connue. Hein. Et il nous raconte que, en fait, tous les jours, Jeanne Calment, elle buvait sa petite, elle boyait. Non mais je pense trop boyau, moi ça va pas du tout. Elle buvait sa petite liqueur, hein. Et quelque part, ça lui anesthésiait un peu le tube, ça servait sa petite fonction quand même. Donc voilà, ça veut tout et rien dire. Faut quand même tout problématiser. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Christophe, il mange librement, mais il a cette sagesse en plus qu'on enseigne. Il a la ceinture noire petit Lara, si vous préférez, qui fait que il va toujours revenir à son centre, à son centre, à son centre. S'il voit que ça dévie un peu, ça légèrement, il va pas attendre d'avoir du mucus dans les selles pour se dire ah mince, je fais une poussée. Hein? C'est ça vraiment la méthode. La rémission durable, c'est vraiment ça. C'est d'avoir très très peu d'énergie à déployer pour toujours être au milieu en fait, au centre. Voilà pourquoi on parle toujours du chemin du milieu. C'est important pour moi. C'est une preuve aussi de santé d'esprit en fait, d'être au milieu. À partir du moment où on est dans une forme d'extrême, il y a un dogmatisme qui accompagne en fait cela. Voilà, d'autres. Allez, je vais encore prendre une dernière personne. Et puis ensuite, je vais devoir boucler, parce qu'il faudra bien mettre la petite au lit aussi. Alors, qui c'est qu'on a? Qui c'est qui aimerait poser une dernière question? Alors, je vais répondre à A. Bon, Anastasia. Je me suis souvenu que c'était Anastasia, ton prénom. Alors, avez-vous des éléments à nous apporter sur les potentielles causes de la maladie RCH? Alors, il y a parfois l'argument génétique qui est invoqué. Pour avoir quand même fait des recherches sur le sujet, j'aimerais quand même vous rassurer sur certains points. Vous pouvez être porteur d'un des gènes de la rectocolite, d'accord, et ne pas manifester la maladie dans toute votre existence, d'accord. Donc, d'où l'intérêt d'accumuler suffisamment de connaissances pour la progéniture. Parce que ce que vous allez transmettre, c'est une sagesse en plus au cas où un de vos enfants ou un de vos petits-enfants la contracte et la manifeste surtout. Eh bien, déjà, ça permettrait de ne pas la manifester, si jamais, d'éviter. Moi, je sais que, par exemple, ma fille, Mila, je trouve qu'elle a un émotionnel assez recto, a priori. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va manifester la maladie, mais a priori, voilà, je ne veux pas faire ma parano, parce que j'ai forcément un peu la déformation professionnelle, mais je trouve quand même quelques similitudes a priori. Donc, voilà, je fais attention sur certaines choses. Hein. Le matin, elle carbure à la crêpioca et elle en est très heureuse, donc tant mieux pour elle. D'accord. Mais pour moi, voilà, il y a le critère souvent génétique qui est invoqué. Alors, d'un côté, on peut être porteur de un des gènes sans manifester la maladie, et de l'autre, ça c'est le fait le plus étonnant, on peut ne pas être porteur du gène, mais quand même la déclarer. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est essentiellement environnementale. Alors, l'environnemental, c'est un terme vraiment générique qui regroupe énormément d'éléments en son sein, vous vous en doutez. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que quand je définis en fait l'approche Tilara, c'est une approche environnementale en fait. D'accord? C'est qu'il va y avoir la conjonction de certains éléments. Alors, je peux vous donner plusieurs histoires de vie si vous voulez, mais typiquement, il y a des personnes qui font du sport à haute dose. D'accord. Déjà, c'est un comportement recto de faire les choses assez à fond. C'est où on fait pas, où on fait. Mais quand on fait, on va tendance à être un petit peu un peu martial sur certaines choses. Et très souvent, vous avez des athlètes
ça fait des athlètes, en fait, hein. Qui ont un mental un peu d'acier comme ça. Le problème, ce sont des intensifs. Le problème, c'est que ben, ces athlètes, au bout d'un moment, ils vont carburer à la whey, hein. Et alors là, ça va commencer à donner toutes sortes de symptômes de gaz, odorants, de pré-symptômes de poussée. Et puis tout à coup, bah, il y a la première poussée qui se déclare. Donc voilà, ça peut être trop de sport, trop d'intensité mélangée avec de la whey. Euh, même, même si c'est bon, la BCAA en général, ça va un poilinet mieux, mais la whey en général, ça pardonne pas. Donc d'ailleurs, si vous m'entendez, faites attention, changez. Oui, la whey, non, la whey, ça s'écrit WHEY. C'est des protéines en fait qu'ils prennent, d'accord? Après, ben, il y a des personnes. Moi, j'ai récemment traité un petit garçon qui, alors ça peut paraître très cliché, mais qui venait de Tunisie, voilà. Et puis lui, en fait, il raffolait de la merguez. Et en fait, bah, il n'y a pas plus anti-Ptilara que la merguez, hein, en termes de viande, ou je sais pas comment on peut appeler ça, charcuterie, bref. Et ça pourrait, si vraiment ça rentre en routine chez une personne qui qui a le gène, ça pourrait manifester la maladie si elle commence à manger de la whey, oui, de la whey, mais aussi des merguez. Après, il y a des personnes qui sont des gros consommateurs de chocolat et surtout de chocolat noir parce qu'on leur a dit que c'était plus sain, de nouveau. Sauf que le chocolat noir, ben, beaucoup d'histamine, les amis. Beaucoup d'histamine. Et puis, chocolat noir, qui dit chocolat noir, dit aussi hémorroïdes, hein. Ça peut réveiller les hémorroïdes. Donc voilà, c'est les gens qui carburent avec une plaque de chocolat par jour, il y en a légion, mais chez certains, ça pourrait donner en fait une poussée de rectocolite. Après, il y a des facteurs non alimentaires, bien sûr, de traumatisme, de stress, ça peut aller très très loin. Il y a c'est multifactoriel. Et puis surtout, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est des déménagements, c'est des migrants en fait qui, je sais pas, qui venaient par exemple du Pakistan, qui s'installent en France. Excusez-moi, mais en France, c'est catastrophique la rectocolite, hein. Des Pakistanais qui mangeaient traditionnel le matin, des crêpes à la viande, et tout à coup qui se retrouvent à manger du pain avec du Saint-Albret le matin et un café. Donc petit déjeuner occidental, ça c'est en général ça pardonne pas. On a remarqué que souvent les personnes qui étaient issues des sociétés extra-occidentales étaient moins concernées par la rectocolite que dans les sociétés occidentales. C'est pas pour rien, c'est notamment lié aux régimes occidentaux au pluriel qui sont basés sur tout ce qui colle, hein. Tout ce qui est pain, gluten. Gluten, ça vient du terme agglutiner, hein, ça s'agglutine dans les intestins, d'accord. Et puis tout ce qui est produits laitiers, par exemple en Asie, il y a beaucoup moins de produits laitiers dans les sociétés occidentales. C'est pas pour rien. Il y a des personnes dans la formation qui nous racontent que lorsqu'elles vont en Thaïlande, pourtant elles mangent plus épicé, mais ça va beaucoup mieux sur le point de la recto. Puis quand elles reviennent en France, bah bam, ça recommence. Donc il y a beaucoup de facteurs aussi. Pour moi, c'est vraiment essentiellement environnemental et le tout est de comprendre quelle est son équation dans le pays ou la ville dans laquelle on vit. J'ai une Tilaronne, Pauline Wald, hein, qui a écrit un livre d'ailleurs sur son chemin de rémission par rapport à la méthode Tilara. Elle a écrit un livre intitulé L'enseignement de la montagne. Et puis elle raconte comment elle s'est retrouvée isolée dans une cabane de montagne en Équateur et elle s'est mise en rémission avec la méthode. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite Pauline, ben, il a fallu qu'elle rentre en France. Donc elle est rentrée en France, toute contente, en rémission, etc. Et puis tout à coup, elle s'est fait une repoussée en France, peut-être une année après. Et là, elle s'est dit, bah, c'est facile, j'ai qu'à appliquer mon équation. Et puis c'est réglé. Eh ben non, parce que l'équation de l'Équateur n'était pas la même que l'équation en France, puisque l'environnement avait changé. Les bactéries ont changé aussi. Donc le poisson qu'elle mangeait en Équateur
il n'avait pas les mêmes bactéries que le poisson qu'elle prenait en barquette, même bio en France. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, elle a dû réappliquer la méthode pour trouver sa nouvelle équation en France. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un régime protocolaire. Et c'est pour ça que très souvent, les gens me disent, c'est fou, je suis allée voir un naturopathe, au début, ça a bien fonctionné, j'étais content, je me suis mis en rémission, et là, j'applique de nouveau le même protocole, ça marche plus. Bah non, ça marche plus. Parce que tu n'es pas dans un dialogue avec ton côlon et ton rectum, tu es juste dans l'application de principes. Donc, peut-être sur le moment, ça t'avait aidé parce que c'était actualisé, c'était contextualisé par rapport à ce moment-là avec le naturopathe. Mais là, entre-temps, il y a la donne qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est plus actualisé en fait. Voilà. Alors, Anastasia dit, pareil pour moi, de retour d'Indonésie où j'allais très bien et retour en France, catastrophique. Bah oui, ça ne m'étonne pas, Anastasia. Ça ne m'étonne pas. Ce sont des récits de vie que je récolte tous les jours. Et donc, pour moi, tu as une équation naturelle en Indonésie. Une équation naturelle, c'est que quand on n'a pas forcément à faire d'efforts particuliers pour aller mieux. D'accord? Et puis, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une équation en France, d'ailleurs. Hein, dans la formation, on accompagne les gens à trouver leur équation, mais elle sera peut-être un petit peu moins naturelle chez toi, d'accord? Il va falloir un petit peu chercher. Donc, de deux choses l'une, ou bien tu te dis, OK, est-ce qu'il y a moyen que je réorganise ma vie? Je ne sais pas ce que tu faisais en Indonésie, si c'était juste un voyage d'agrément ou si tu es indonésienne. Mais est-ce que éventuellement tu réaménages ton mode de vie plus en Indonésie ou est-ce que tu te dis, OK, non, je vais me battre pour trouver mon équation en France parce que ma vie est en France? C'est possible aussi. Moi, j'ai un petit larron, très récemment, d'ailleurs, il vient de publier un magnifique témoignage sur Google My Business. Et lui, ben, il a découvert que la Thaïlande, c'était son équation naturelle. Il avait rien à faire quasiment. C'était à peine il a mis le pied en Thaïlande que il y a tout qui se reconfigure au niveau de sa recto. Il s'est dit, OK, je m'incline. Je m'incline parce que la Thaïlande fait plaisir à ma femme, ça me fait plaisir à moi. Pourquoi pas acheter un terrain là-bas et prévoir de faire ma retraite là-bas? Et bah, figurez-vous qu'à la fin des 12 mois, ben, il a acheté un terrain en Thaïlande. Je trouve que c'est une très belle histoire. Et souvent, ce sont des gens qui ont soif de vivre, en fait, les rectos, et un grand appétit de vie, et aussi un appétit primaire, hein, et qui ne peuvent pas, en fait, assouvir tout ça parce qu'ils se sentent les esclaves de leur propre colon. Donc, il y a une énorme frustration chez les personnes qui souffrent de rectocolite. Avec plaisir, Catherine. Bonne soirée. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est capital pour vous de faire le maximum pour trouver votre équation. Et vous n'allez pas la trouver juste en appliquant des principes, mais en apprenant à connaître le chemin pour vous écouter, vous entendre, comprendre le vocabulaire de votre côlon, de votre rectum, comment ça fonctionne. Il y en a qui ont besoin d'être accompagnés pour ça. Et si c'est le cas, ça ne fait pas de vous des faibles. C'est OK. Ça fait de vous des personnes qui veulent aller au fond des choses. Dans ce cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec Christophe. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'abord d'expérimenter dans leur chair, comprendre ce que je dis. Et c'est OK aussi. C'est même sain de le faire. Donc, expérimentez, regardez des vidéos, posez-vous les bonnes questions et alors vous aurez les bonnes réponses. Voilà les petits larrons en herbe. Je vais vous laisser pour ce soir. Je pense qu'on a déjà bien échangé. C'était un plaisir pour moi d'être là. Et puis, normalement, mardi prochain, c'est Christophe qui va vous donner le webinaire. Donc, ne le manquez pas. Inscrivez-vous à l'avance. Pour l'instant, on est content de pouvoir assurer ce format. Donc, continuons ainsi. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas les victoires du vendredi sur Instagram, Tilara_nutrition. Vous pouvez voir les victoires de nos élèves. On les célèbre tous les vendredis. Prenez soin de vous et de lui. Au revoir.